Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, il est docteur en physique et surtout il vulgarise la science comme personne sur YouTube. Chercheur caméléon, il est également directeur scientifique pour le studio Ubisoft. David Louapre est notre influenceur à suivre. Celle qui a une idée derrière la tech aujourd'hui, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, tu vas nous permettre de regarder l'art sous un nouveau microscope, celui des experts scientifiques. Oui, comment on date une sculpture, comment on l'identifie, comment on l'authentifie, c'est ça qu'on va se poser comme question aujourd'hui. Les experts dans le musée, c'est donc dans 1 minute. Et puis, le numérique est une formidable aventure et ces 30 dernières années sont là pour nous le rappeler. Des grandes mutations de la tech à la façon dont elle impacte sur nos vies quotidiennes. On prend un cours magistral d'histoire de l'innovation avec Philippe Devost, directeur général de l'EPITA, auteur du livre De mémoire vive aux éditions Première Partie. Bonjour à vous Philippe. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. La science est étonnante et David Louapre le prouve dans ses vidéos. YouTubeur la nuit, directeur scientifique d'Ubisoft le jour. Portrait de ce docteur en physique par Édouard Degnaud. Grâce à lui, les sciences n'auront plus aucun secret pour vous. David Louapre est un chercheur, docteur en physique, directeur scientifique chez Ubisoft et youtubeur français. Vous l'aurez compris, il possède de nombreux talents. Après des études et une thèse à Normal Sup à Lyon, David Louapre travaille dans l'industrie et rejoint le centre de recherche de Saint-Gobain. En 2010, il crée un blog de vulgarisation scientifique, avant de se lancer en 2014 dans l'aventure YouTube en démarrant Science Étonnante, sa propre chaîne afin de partager son savoir au plus grand nombre. Sa recette, des vidéos ludiques dans lesquelles il décrypte des grands concepts scientifiques, de la théorie du Big Bang à l'énergie du vide quantique, en passant par les tensions autour de la constante de Hubble. Aujourd'hui, on va parler d'une grave crise qui secoue le petit monde de la cosmologie. Alors rassurez-vous, pas de drame et encore moins de meurtre, mais un désaccord profond entre deux méthodes censées pourtant mesurer la même chose, la constante de Hubble. Cette constante, c'est un des paramètres les plus importants de la cosmologie. Et plus les méthodes de mesure progressent et deviennent précises, plus il semble qu'elles conduisent à deux valeurs différentes et foncièrement incompatibles. Aujourd'hui, on va donc parler de cette crise sobrement prénommée la tension de Hubble. Aujourd'hui, sa chaîne compte près d'1 200 000 abonnés qui le suivent dans chacune de ses vidéos. Mathématiques, physique, biologie ou sciences humaines, David Louapre vulgarise tous ces sujets avec énormément de pédagogie et d'intelligence. En 2016, le chercheur reçoit le prix Jean Perrin pour sa contribution à la vulgarisation et à la médiation scientifique. Pour cette même activité, il reçoit en 2021 le prix Paul Doisteau, Émile Blutet de l'information scientifique, remis par l'Académie des sciences. Et oui, la science est étonnante et elle mène à tout. D'ailleurs, Philippe Devost, ça vous inspire le parcours de David Louapre? On voit qu'on part de la physique et on peut ouvrir justement à la vulgarisation, au fait de se dire que la science est tangible. Ce qui est formidable, c'est la rencontre de deux nouveautés. La première, c'est des personnalités qui émergent et qui n'attendent pas d'avoir la permission de leur académie, de leur autorité de tutelle pour pouvoir transmettre. Ça, c'est la première chose. Et j'aime beaucoup cette idée de, non pas de transgresser, mais de dépasser la permission. La deuxième chose, c'est tous les moyens qui sont à disposition maintenant et qui font que dès que vous cherchez un tuto, dès que vous cherchez une explication, dès que vous avez besoin de quelque chose, vous n'allez plus dans l'encyclopédie, vous allez sur YouTube. Et quand vous combinez les deux, vous avez ces excellences pédagogiques qui deviennent subitement accessibles à tout le monde dès lors que vous êtes curieux. Absolument, et Jeanne, on le voit, David Louapre est donc, encore une fois, docteur en physique, il est aussi désormais directeur scientifique du studio Ubisoft. C'est important d'avoir une vérité scientifique qui est aussi portée par les jeux vidéo, par ces industries créatives. Oui, tout à fait. Et moi, je passe ma vie, si vous voulez, sur YouTube à apprendre des gens qui appartiennent à une communauté scientifique et dont on peut apprendre pour aller vers d'autres domaines, l'art, qui souvent est cousine de technologie. Absolument, et on y reviendra avec toi dans ta chronique tout à l'heure. Mais tout de suite, connaître le passé pour mieux anticiper l'avenir, cours d'histoire de l'innovation. Et d'ailleurs, tiens, connaître le passé pour mieux anticiper l'avenir, ça pourrait être le slogan de votre ouvrage, Philippe Devost. Le numérique est sans mémoire. mémoire, dites-vous, en préambule du livre. Et si on se rappelait à son bon souvenir ?
C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de me dire, notamment pour la génération des plus jeunes, tout est donné, tout est évident. Le monde a toujours fonctionné à travers un morceau de verre rectangulaire avec des bords arrondis, qui est noir quand on l'éteint et plein de boutons quand on l'allume. Mais très peu, en fait, se posent la question de savoir comment on en est arrivé là, comment l'humanité a pu se débrouiller pendant des dizaines de milliers d'années pour inventer le langage, l'économie, les villes, le commerce, la politique, alors qu'elle ne disposait pas d'outils. Et vous avez des jeunes aujourd'hui qui vous disent « Ok, papa, j'ai bien compris. Tu m'as dit qu'il y avait un avant, un après-smartphone. Ok, très bien. Tu m'as expliqué qu'il y avait une époque où il n'y avait pas de PC. Très bien. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on faisait pour se connecter à Internet avant le PC ?» Et cette inversion des questions... alors en l'occurrence, ce n'est pas mes enfants qui me l'ont posé, mais cette inversion des questions, ce qu'elle montre... Ils sont à bonne école, il faut dire. Ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une forme d'aplatissement de toutes ces notions qu'on essaie de résumer désespérément en quelques mots. Et ces quelques mots, d'une certaine manière, cachent une réalité que, de mon point de vue, on a besoin de comprendre si on veut être capable de s'en servir. Alors, le hashtag Boomer n'aura jamais aussi bien porté son nom dans cette émission, mais 1990-2021, ce sont 31 ans d'histoire de technologie que vous avez choisi de revisiter. 1990 ou les années 90, pourquoi ? Parce que c'est l'essor de l'ordinateur personnel, mais aussi les débuts de votre propre carrière numérique, Philippe, notamment avec la création de Wanadoo. Est-ce qu'on peut dire que les 30 décennies qu'on vient de traverser, ce sont les 30 glorieuses de la tech ? Je trouve que la formule est assez bien vue, oui. Merci. Cadeau, je vous en fais. Non, mais elle est bien vue parce que les 30 Glorieuses, c'est souvent des périodes... Enfin, quand on parle de 30 Glorieuses dans l'imaginaire français, on parle d'une période qui a un début, qui a une fin, et pendant laquelle il se passe énormément de choses à toute vitesse. Et c'est un peu ce qui s'est passé, à mon sens, dans le monde de la tech. Il y a un très grand nombre de points de bascule qui ont été franchis, de seuils de capacité qui ont été franchis, qui ont permis de libérer un potentiel incroyable en termes d'usage, en termes de créativité. Et ce que j'affirme aussi, ce que je prétends aussi, c'est que la révolution numérique, elle est maintenant derrière nous, et que ce qui est devant nous, c'est la gestion de ses conséquences. Oui, absolument. On va y revenir justement dans la deuxième partie de cette discussion. Mais d'abord, vous n'oubliez pas de revenir aux basiques, si j'ose dire. Et par basique, on entend vraiment la base militaire. Les bases militaires sont l'armée américaine, pas de DARPA, l'agence de recherche pour les projets avancés de la défense américaine. Pas de DARPA, pas de DARPANET dans les années 60, l'ancêtre d'Internet et ses protocoles de transfert de paquets. L'innovation, elle est toujours tirée par le militaire. L'innovation, elle est souvent tirée par le militaire. Dans certains cas, elle arrive ensuite dans le civil. Il y a deux exemples assez connus. Il y a celui du GPS, qui au départ est à fin militaire. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui 6 grandes nations ont leur propre système de satellites de localisation. C'est qu'apparemment, savoir où on est et ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour savoir où on est, c'est suffisamment important pour qu'on y investisse des milliards. Il y a un autre exemple qui est un peu plus anodin, mais qu'on a vu aussi passer du militaire au civil, c'est la visée tête haute, ces afficheurs sur le pare-brise des voitures qui ont démarré leur carrière technologique dans les cockpits d'avion parce qu'il fallait pouvoir condenser un maximum d'informations dans le champ visuel d'un pilote. Donc assez souvent, oui, le militaire cherche un avantage de puissance. Quand la technologie permet un avantage de puissance en limitant le nombre de victimes, et bien là, le militaire s'intéresse, investit, développe. Et comme le militaire ne sait pas faire par lui-même, il organise. Et il y a deux grands modes d'organisation. Il y a le mode anglo-saxon qui consiste à lancer des challenges et à donner à l'industrie des champs d'application, voire à passer des précommandes à l'industrie. Et puis il y a d'autres approches, parfois plus cartésiennes, parfois plus européennes, qui consistent à essayer d'encadrer ex ante des programmes, de définir ce qu'on veut faire, mais qui du coup s'adressent peut-être à d'autres types d'innovateurs et obtiennent d'autres types de résultats. Lesquels justement ? Eh bien, je pense encore une fois que ce qui est intéressant quand vous lancez des challenges ouverts, c'est que vous permettez à n'importe qui d'émerger. Vous permettez à des gens, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure pour David Loapre, vous permettez à des personnalités, à des projets, à des talents d'émerger qui n'ont pas nécessairement toutes les accréditations, mais qui vont être capables de pousser leur idée, leur technologie, leur capacité à développer au stade où après vous déciderez de si vous prenez, si vous ne prenez pas. De mon point de vue, ce type de concours gagnerait à être beaucoup amplifié en termes de méthode, de manière à mieux équilibrer les méthodes top-down où le chef décide de ce qu'il faut faire, sans comprendre d'ailleurs ce qu'il faut faire, et progressivement charge une hiérarchie beaucoup plus définie de trouver une solution. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un peu l'innovation en bac à sable ? Alors, il y a du bac à sable. Le vrai sujet dans le bac à sable, c'est celui qui organise le bac à sable, qui va définir c'est quand vous définissez les règles du jeu que vous permettez au jeu de se développer ou pas.
Donc la vraie question quand vous voulez concevoir un bac à sable, c'est quelle profondeur il fait, combien de gens peuvent jouer simultanément dedans, est-ce qu'on a le droit d'arriver avec sa pelle et son seau, ou est-ce qu'on peut ressortir son seau du bac à sable. Et c'est toutes ces variantes-là qui méritent d'être explorées parce que, en fonction du type de bac à sable que vous mettez en place, et si vous laissez rentrer n'importe qui dans le bac à sable pour peu qu'il y ait des règles pour jouer, encore une fois, vous avez des surprises et vous aurez nécessairement des surprises. Allez, on sort de la cour de récré. L'innovation et son innovation bac à sable. On revient justement à cette collaboration entre l'armée, les scientifiques, les universités. C'est donc les débuts des clusters. Attention, des clusters où cette fois-ci l'innovation peuvent naître. C'est une partie de l'histoire de la Silicon Valley, portée au nu, célébrée comme le berceau de la tech. De nombreux pays ont essayé d'imiter, de répliquer, d'avoir leur propre Silicon Valley. Est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu de temps à essayer, là aussi, de dupliquer l'innovation made in California ? Alors, on a probablement perdu un petit peu de temps et en même temps, on n'a pas perdu la bataille, si tant est qu'on puisse voir ça comme une bataille, mais on a perdu un peu de temps parce qu'on a voulu dupliquer effectivement un modèle complètement singulier qui a démarré il y a bien plus longtemps que ce qu'on pouvait imaginer. La culture du capital risque, dont certains aiment rappeler qu'il a été inventé par un Français et qui était quand même basé là-bas, la culture du capital risque, du financement, de l'innovation radicale, la proximité de laboratoires de recherche militaire, de la base de la NASA, d'une grande ville, parce qu'il vous faut des métropoles, etc. Tout ça à l'échelle et 20 ans, 25 ans, 30 ans avant qu'on ne s'aperçoive que c'était la Silicon Valley, c'est une avance qui est difficile à rattraper. Alors on a essayé de la répliquer dans différents écosystèmes. Ça a été tout le point de départ de la grande aventure de la French Tech, où l'idée était de se dire comment est-ce qu'on concentre des talents, parce que pour inventer des choses, il faut des inventeurs, il faut qu'ils soient formés, donc il faut des centres de formation, il faut des lieux de formation, il faut suffisamment de densité de population, il faut des entreprises, il faut des besoins, il faut des commandes, et donc il faut des clients potentiels qui soient prêts à prendre des risques, et ça c'est une différence, je pense qu'on a entre le monde anglo-saxon et le monde occidental européen, disons. C'est qu'un anglo-saxon, si à partir du moment où votre produit correspond à son besoin, il va vous dire j'achète. Et si 6 mois après, il considère que ça ne marche pas, eh ben, à ce moment-là, il arrête. L'Européen, de temps en temps, va se dire je vais d'abord évaluer le risque qu'il y aurait à travailler avec vous. 6 mois après, il est toujours en train d'évaluer le risque qu'il y aurait à travailler avec vous et vous avez perdu un peu de temps. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on considère que les écosystèmes, donc par écosystème, on entend vraiment les secteurs tech de chaque pays, de chaque nation. Ces écosystèmes les plus innovants, ils se situent quand même peut-être un petit peu en Europe, en Estonie, à Tallinn notamment, ou en Israël, à Tel Aviv, en Asie aussi, mais aussi en Afrique de l'Ouest, au Rwanda ou au Kenya. Pourquoi l'innovation infuse plus vite dans ces pays qu'ici, dans l'Hexagone? Peut-être parce qu'ils ne demandent pas la permission? Alors, il y a une culture de ne pas demander la permission, notamment qui est très manifeste en Israël. On appelle ça la chutzpah, le fait d'affirmer quelque chose, de le faire, et puis ensuite de regarder si quelqu'un n'est pas d'accord. Il y a un autre point, il y a un autre parallèle, et qui reboucle avec la question initiale, Marjorie. C'est que le militaire est jamais loin, ou plus précisément, la géopolitique n'est jamais loin. Que ce soit à Tallinn ou que ce soit en Israël, on est en train de parler de petits États qui sont entourés d'autres États qui sont plutôt considérés comme hostiles, voire très hostiles, qui sont petits, donc qui n'ont pas une économie interne suffisante pour pouvoir se développer par eux-mêmes, donc qui ont besoin à la fois d'être en lien avec l'extérieur, tout en ayant besoin de se protéger de l'extérieur. Alors dans le cas israélien, ça donne une avance et des compétences exceptionnelles en matière de cybersécurité. Dans le cas estonien, ça donne toute la digitalisation de l'administration estonienne, dont le point de départ, il faut s'en souvenir, était l'hypothèse suivante, c'est imaginons un instant que nous soyons envahis par un grand voisin à l'Est. Je crois que c'est ce qui se produit ce matin avec un autre pays. Nous souhaitons, nous Estoniens, assurer la continuité de l'administration du pays, même en dehors du territoire. Et donc l'idée était de dire, je veux faire tourner mon gouvernement pour pouvoir servir ma population, même si moi, gouvernement, je ne suis plus j'ai été dépossédé du pays. Et ça a donné X-Road, qui est vraiment la plateforme. On pourrait même dire une blockchain, avant même que la blockchain n'ait été devenue populaire ou popularisée, qui permet en effet à chaque Estonien et Estonienne aujourd'hui de pouvoir avoir accès à tous les services administratifs. On est allés tous les deux assez souvent à Tallinn pour pouvoir en témoigner. C'est vrai qu'on peut tout faire, sauf se marier, sauf avoir un acte de propriété pour la vente de sa maison. Tout faire en ligne et ça devient extrêmement naturel, extrêmement simple. Mais là aussi, vous aviez raison, Philippe. L'Estonie a un marché intérieur qui est relativement petit et donc l'idée, c'est aussi de se dire que tout de suite, on a besoin de l'extérieur. On a besoin d'exporter. On pense tout de suite
double marché. On pense double marché. Soit le marché extérieur est dans une culture assez proche de la vôtre. Enfin, c'est le cas notamment pour Israël, qui a des liens historiques et très profonds avec les États-Unis, et qui vise, la plupart des startups israéliennes visent un rachat ou visent le marché américain extrêmement rapidement. Et quand elles sont rachetées, aucun politique israélien ne s'en émeut, et personne d'ailleurs ne s'en émeut, tout simplement parce que les fondateurs de la start-up sont déjà en train de monter la suivante, exactement sur le même rythme et dans le même style, dans la même approche. Je connais moins précisément le cas estonien, mais enfin, il y a quand même quelques très belles réussites qui, d'emblée, ont visé le marché mondial. Skype notamment. Voilà, parce qu'encore une fois, l'Estonie est trop petite en tant que telle. Et comme en plus, culturellement, ils sont obligés de s'ouvrir au monde, ils apprennent d'un coup l'ensemble des cultures qui les environnent, ils conçoivent des produits, des services les plus génériques possibles. Et donc, ils sont d'une certaine manière moins confrontés aux deux étapes qui consistent à, un, je fais un produit français pour le marché français, deux, je le traduis en 3 langues, 6 langues, combien de réglementations différentes et à quelle vitesse je vais être capable de le faire. Donc, d'une certaine manière, être petit, c'est un immense avantage parce que vous êtes agile dès le départ. Ça veut dire quoi? Que c'est forcément une question d'échelle, ou est-ce que parfois, alors encore une fois, vous citiez la French Tech puisque vous êtes à l'origine du rapport qui, sous Fleur Pellerin, secrétaire d'État au numérique à l'époque, avait donné lieu à la création de ce label et de cet écosystème à part entière. Ça veut dire qu'il faudrait aussi qu'on demande un petit peu moins la permission parfois, qu'on soit un peu moins sage de ce point de vue-là en tant qu'écosystème français? Moi, depuis que j'évolue dans ce secteur, je m'aperçois que, comme vous venez de le dire, la différenciation, elle se fait notamment par la culture. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des scientifiques, c'est bien d'avoir de l'académique, c'est bien d'avoir du militaire, de la commande publique, mais il y a un état d'esprit, une question de culture. Et dans cette culture, il y a une tension très intéressante et assez dynamique entre le leadership et la permission. Et je me demande de plus en plus si ces deux traits de caractère ou ces deux approches ne se combinent pas et ne façonnent pas ce que c'est réellement que la capacité à entreprendre, à réussir, à entraîner les autres. Vous êtes toujours dans cet équilibre entre... si vous êtes un leader beaucoup trop contraignant, vous étouffez la permission. Enfin, on parlait de blockchain tout à l'heure. Moi, le jour où je me suis rendu compte qu'à la Caisse des dépôts, il y avait des développeurs Bitcoin de très très bon niveau, simplement, ils n'osaient pas le dire, parce que ça ne faisait pas sérieux, parce que ça ne faisait pas partie de leur fiche de poste, parce que ce n'était pas leur rôle, et donc ils faisaient ça le week-end et la nuit. Et la Caisse, d'une certaine manière, se privait de talents qu'elle ignorait parce qu'ils n'osaient pas demander la permission de pouvoir contribuer à d'autres sujets. Et on est, voilà. Et alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les grandes entreprises et les institutions organisent le désordre et mettent des bacs à ça partout. Ce que je suis en train de dire, c'est que apprendre à écouter ceux qui ne sont pas dans les cases, ceux qui ne sont pas de votre génération et qui probablement pigent un peu plus vite que vous, donc peuvent vous apprendre des choses. C'est le point de départ de toute démarche d'innovation dans une structure un peu à l'échelle. Et justement, mixer les générations, essayer de penser en dehors de la boîte, out of the box, c'est tout l'objet de l'école du futur. On continue à parler de cette histoire de l'innovation et peut-être même de son futur qui est assez présent, tiens, finalement, dans un instant avec vous, Philippe. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Des images et des vidéos rassemblées par l'œil amusé, étonné de Cheryl Jessica Isenge. يا ويلي لك مرة واحدة يا ويلي يا ويلي يا سلام. That's insane. Oh my god. Oh my god, no. Look at the building. العجائب
this club down. Et nous sommes toujours en plateau dans l'école du futur, ça évidemment avec Philippe Devost, l'école du futur qui n'aura jamais aussi bien porté son nom puisqu'on prend un cours d'innovation avec vous. Philippe, aujourd'hui vous êtes le directeur général de l'EPITA et l'auteur de Mémoire vive aux éditions Première Partie. Avant de reprendre notre discussion sur l'avenir désormais de l'innovation, on fait justement un tour derrière la tech. Ça va être un peu compliqué de Jeanne, mais vous allez voir, ça en fait réellement c'est très simple. Chronique tout de suite. Alors Jeanne, on envisage l'art, oui, mais au microscope. On va essayer de comprendre comment les experts scientifiques ont quelque chose à nous dire. Et on va commencer par quelque chose qui n'est pas forcément très scientifique, par Indiana Jones. Le dernier Indiana Jones, tous les gens qui sont nés un peu avant les années 2000, donc pas forcément tous les gens qui nous regardent, mais quelques-uns. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Pas du tout, moi non plus, ont en tête le dernier des Indiana Jones, qui s'appelle Indiana Jones au royaume du crâne de cristal. Selon Indiana Jones au royaume du crâne de cristal, il existe 12 crânes de cristal qui, s'ils sont réunis, provoquent la fin du monde. Eh bien, ces crânes de cristal, ils existent vraiment. Il y en a un au Quai Branly, il y en a un au British Museum, il y en a un au Smithsonian Institute aux États-Unis et dans diverses collections particulières. Et évidemment, ils ont soulevé plein de mystères, plein de rumeurs qui ont amené les scientifiques à les étudier et à les passer sous les lentilles de leur technique absolument fabuleuse. Et ils ont remarqué que malheureusement, ces crânes de cristal n'ont absolument rien d'un cas. Ils ne sont absolument pas datés d'avant la conquête de Christophe Colomb. Ils datent du 19e siècle. Ils ont été importés par une sorte de bonimenteur sud-américain. Et la machine qui a révélé ce secret s'appelle Aglaé. Ouais. Aglaé, très joli nom pour une machine. C'est pas seulement une machine, c'est un accélérateur de particules. C'est-à-dire un accélérateur de particules. Alors, je regarde Philippe parce que je pense qu'il va avoir la même référence que moi de ce point de vue-là. Accélérateur de particules, ça nous ramène au CERN et à l'accélérateur qui a pu découvrir le boson de Higgs. Il y a un petit peu une sorte de point commun, tout à fait, c'est exactement ça. Bravo Marjorie, un point commun entre les débuts de l'univers et en même temps la recherche aussi des débuts de la civilisation. L'accélérateur de particules, j'en ai rencontré en fait le directeur de son laboratoire qui nous explique un petit peu plus ce qu'il a d'exceptionnel. Wow. Aglaé, qui est le seul accélérateur de particules entièrement consacré, à la fois en France et en Europe et ailleurs dans le monde, aux matériaux du patrimoine, et un investissement assez extraordinaire du fait de son implantation, donc dans un concept muséal, et de l'investissement lié au ministère de la Culture, à la mairie de Paris, au CNRS. L'ensemble conduit effectivement à analyser les matériaux du patrimoine. Alors, juste afin de savoir de quoi on parle, on regarde quand même une photo de Aglaé, cette magnifique machine de 27 mètres de longueur. Wow. Alors, contrairement aux 27 km du CERN, peu importe, c'est déjà ça. Et on parle de contexte muséal. Où est-ce qu'il se trouve cet accélérateur de particules? Il se trouve à 15 mètres de profondeur sous le musée du Louvre. Il a étudié sous sa lumière des mosaïques, peut-être aussi, mais surtout le crâne du Quai Branly dont on parlait, l'Aurige de Delphes, le Scribe accroupi, autant de chefs-d'œuvre du musée du Louvre, mais pas que. Il y a aussi évidemment les œuvres des 1200 et quelques musées français qu'il a sous son spectre. Bon, alors on est tous fascinés là en plateau, presque autant que sur un Indiana Jones, mais ça sert à quoi très concrètement justement pour le monde de l'art? En fait, on peut se souvenir qu'il y a à peu près 100 ans, les premières personnes à regarder derrière les œuvres d'art, sous leur couche, à utiliser des rayons X notamment, ce sont des médecins. C'est-à-dire qu'en fait, les radiographies du corps humain sont les mêmes que les radiographies de la représentation du corps humain. Donc, il y a une même ambition qui est de soigner les œuvres d'art comme les médecins avaient pour ambition de soigner des genoux cassés ou autres. Et le C2RMF, qui est donc le laboratoire qui possède Aglaé,
s'est occupé de retirer, de toute cette campagne de protection des mets, qui sont les tableaux de Notre-Dame, au moment de son incendie, qui évidemment devaient être contrôlés, savoir s'ils avaient eu des dommages suite à l'incendie. Mais c'est aussi une mine d'informations extraordinaires qu'il y a sur les objets en fait, du patrimoine. Et ça a permis de découvrir quels autres faits historiques, artistiques? Eh bien, on retourne directement, un peu pas dans Indiana Jones, mais presque, on retrouve dans les découvertes d'archéologues, qui en fait est un métier de découvreur de trésors. On a découvert une des plus grandes tombes depuis 30 ans, une découverte européenne, une tombe à Lavaux, qui se trouve à l'est de la France, près de Troyes, qui est une tombe celte, dans laquelle on a découvert des perles, des tissus précieux, des bracelets d'or, et aussi un vase, un neunokoé, qu'on voit et dont on se dit, c'est étrange parce que ce vase n'a pas l'air particulièrement celte. Ce vase a quand même l'air d'être un vase grec. Donc, c'est étonnant de découvrir un vase grec avec 3000 et quelques kilomètres de la Grèce, chez les Celtes, chez gens, c'est pas vraiment Mykonos, hein, Lavaux, c'est l'est de la France. Et ce vase grec, en fait, on l'a analysé à travers justement ces machines à glaer notamment, et il est le col, le pied sont entourés de feuilles d'or qui sont en fait des apports des Celtes eux-mêmes, qui ont un peu mis un vase grec au goût, à la mode de chez nous, à la mode des Celtes eux-mêmes. Et en fait, quand il y a échange commercial, parce qu'ils l'ont donc acheté en Grèce, enfin, il est venu de Grèce, hein, mais jusqu'à nous, quand il y a échange commercial, il y a échange d'idées. Et ce vase-là, il a été retrouvé avec une sorte de vase en bronze, avec des gobelets, avec des cuillères. Et en fait, tout ça correspond à un rite grec qui s'appelle le symposium, qui est de se réunir autour d'un bon verre de vin pour délier les esprits et pour être amenés à philosopher ensemble. Donc on ne sait pas s'ils ont philosophé ensemble, mais on se dit que voilà, qu'il y a des échanges d'idées, des voies qu'ouvre la technologie qui sont hallucinantes. Au-delà de ces découvertes qui sont absolument fascinantes, est-ce que cette technologie en particulier, c'est un outil de plus dans la boîte à idées de l'historien? Dans la boîte à idées de l'historien, oui, mais aussi dans la boîte à idées de l'expert qui est présent, qui peut donner son idée et son expertise, apporter son expertise. Par exemple, on a tous vu la vente du Salvador Mundi, qui est le tableau le plus cher de Léonard de Vinci, qui s'est adjugé à 450 millions de dollars. Au départ, on ne savait pas qui l'a acheté. C'est MBS, le prince d'Arabie Saoudite. Depuis qu'il l'a acheté, il a disparu, il devait être exposé au Louvre, mais il y a eu des tractations politiques qui ont fait que, était-ce un vrai, était-ce un faux? Le C2RMF, qui est donc le laboratoire d'Aglaé, a été appelé pour expertiser l'œuvre. Je leur ai posé la question, malheureusement, politique oblige, ils ont refusé toute forme de réponse. Ça, c'est dommage. On aurait bien aimé, en effet, être une petite souris dans ce laboratoire pour comprendre le dessous des cartes de l'histoire. C'est passionnant ce que vient de nous raconter Jeanne, Philippe, parce que quelque part, on est un peu aussi des archéologues de l'innovation avec vous aujourd'hui, et on le voit, toute technologie mène à découvrir un nombre infini d'informations. Moi, je voudrais revenir un instant sur ce que disait Jeanne. On est des archéologues de l'innovation, mais on retrouve des fondamentaux de la société. C'est exactement ce que vous avez dit avec le symposium. Aglaé permet de comprendre ce qu'un vase grec fait dans une tombe celte. C'était peut-être un riche collectionneur, après tout. C'était peut-être le MBS de l'époque. Oui, peut-être le MBS. Et revient visiter la raison pour laquelle des feuilles d'or avaient été posées sur ce vase et qui était le besoin de boire un verre, qui est encore, à mon avis, aujourd'hui d'actualité, et de pouvoir... Avec modération. Et de pouvoir, bien sûr, mais de pouvoir échanger, discuter autour de quelque chose. Voilà, donc oui, l'innovation, elle est partout. Elle est arrivée absolument partout. D'une certaine manière, elle a disparu. Il y a un des chapitres dans lesquels je parle de cette disparition d'un certain nombre de fonctions qui ont été retirées, qui ne sont plus manifestes, qui réapparaissent dans des usages, mais qui sont tous intermédiés par le même objet. Le smartphone est l'objet, je pense, le plus vendu au monde en nombre de milliards d'unités par an. Il n'y a pas d'autres objets manufacturés, je crois, qui se vendent au moins à 1 milliard d'unités chaque année. Et qui soient quasiment dans le même modèle. Je ne compte pas l'automobile, il y a trop de variétés, mais je compte en éléments de volume, de masse unique. Et cet objet, à la fois, fait disparaître tout ce qu'il y avait dedans. Vous ne pouvez plus acheter un composant unique, et en même temps permet tout.
Et c'est le fait de traverser le miroir dans les deux sens, le fait de traverser l'écran pour entrer dans l'usage, de voir l'usage et l'information qui ressort de l'écran, qui pour moi est intéressante parce qu'elle ne doit pas nous limiter au fait de se retrouver pour discuter et surtout au fait d'utiliser nos 5 sens ou nos 6 sens et ne pas se limiter à la vue, au toucher et éventuellement à l'ouïe. Le monde ne se vit pas uniquement à travers... J'aime pas le mot écran parce qu'on dit les écrans, mais en fait quand on dit les écrans, on parle juste d'un truc dont on a peur, alors que ce qui est intéressant c'est de le comprendre. C'est la fantasmagorie de Mais l'écran. traverser l'écran dans les deux sens, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles. On traverse les écrans et on traverse les époques aujourd'hui dans l'école du futur. La révolution numérique a déjà eu lieu, mais son épopée est très loin d'être terminée. On plonge dans le futur de la tech tout de suite. Un futur qui est quand même déjà bien présent, Philippe, on ne va pas se mentir. 2000-2010, c'est une partie très importante aussi de votre ouvrage de Mémoire vive, parce que c'est l'avènement de l'innovation pour la beauté du geste, j'ai envie de dire. On innove pour le plaisir, pour le défi de l'innovation. Depuis, on a l'impression d'être entré dans une décennie à partir du milieu des années 2010-2015, où on est en résistance, on est entré en résistance face à la tech. D'abord parce qu'on a compris qu'on était non seulement des utilisateurs, des utilisatrices des technologies, mais aussi des citoyens et citoyennes du numérique. On a la critique assez vive. Est-ce qu'on est littéralement entré dans une autre époque parce qu'on a transfiguré l'innovation et la technologie pour ce qu'elles sont des questions politiques ? Sans doute. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est lié à un phénomène très particulier, un phénomène très précis, sur lequel je reviens tout à fait au début du livre. La plupart des grandes révolutions technologiques jusque-là ont toujours traversé plusieurs générations. Le langage, c'est 1700 générations, l'écriture, c'est 300, Gutenberg, c'est 35. Donc déjà, on voit que ça accélère. La télévision, c'est 3. Mais quand on est encore à 3 générations, on peut avoir un regard très différent, le regard des jeunes enfants qui sont avides de découvrir, de tester, de jouer, le regard des adultes qui commencent à essayer de comprendre à quoi ça peut servir et comment en faire un usage raisonné, et le regard des grands-parents qui sont un peu distanciés et qui apportent un peu de fantaisie et de sagesse. Mais on avait ces 3 regards qui convergeaient vers le même objet, parce que la télévision a eu le temps de se déployer dans les foyers sur une période suffisamment longue. Ce qui se passe à partir de 2007, c'est des déploiements de technologies ultra rapides que les enfants s'approprient à toute vitesse très spontanément. Enfin, c'est la célèbre vidéo de la fille de Jean-Louis Constanza qui, après s'être énervée sur un magazine, considère que c'est un iPad qui ne marche pas. Donc elle a acquis les 3 gestes tout de suite, sans avoir besoin pour agrandir les images sur la une de la couverture du magazine. Et aujourd'hui, vous avez des petits-enfants qui dépannent leurs grands-parents, les parents considérant qu'ils sont largués. Donc on n'observe plus, on n'a plus de point focal, on n'observe plus et on ne partage plus la profondeur de notre expérience autour du même objet. C'est parce que ça va trop vite. Et comme ça va trop vite, on a besoin de temps pour assimiler, individuellement. À l'échelle collective, n'en parlons pas. Regardez ce qui s'est passé dans les entreprises dans les années 80 sont celles par lesquelles l'ordinateur personnel est arrivé. Vous avez découvert l'ordinateur personnel, si vous êtes un boomer comme moi, par votre entreprise, et ensuite il est arrivé chez vous. Le portable, le mobile, c'est exactement l'inverse. En tout cas, le smartphone. Le smartphone est arrivé dans les entreprises via les poches des employés. Et les entreprises ne savaient pas quoi en faire, découvraient tous ces usages. Alors, il y a des gros mots pour appeler ça le shadow IT, tous ces usages des technologies de l'information qui échappent complètement au contrôle de l'entreprise, mais avec lesquels les gens travaillent. Et le fameux Bring Your Own Device, qui est l'idée de se dire qu'on peut rapporter les appareils qu'on utilise dans notre quotidien dans l'entreprise, à apporter son propre smartphone, sa propre tablette, qui pose de grands défis et de grandes questions aux directeurs des systèmes d'information et de sécurité surtout. Mais oui, qui pose des défis parce que subitement un collectif se retrouve face à des questions individuelles et qui se multiplient dans tous les sens. Alors vous imaginez si c'est déjà pas simple pour nous en tant qu'utilisateurs de suivre le rythme. Souvenez-vous, un certain nombre de fois, des constructeurs de smartphones dont je ne donnerai pas le nom ont changé complètement la manière d'interagir avec votre téléphone. Parce qu'ils avaient décidé tout seuls à 70 dans une petite bande de terre entre San Francisco et San José que c'était pour votre bien. Vous n'avez pas demandé votre avis. C'était pour votre bien. Vous avez dû vous habituer et croire que c'était pour votre bien. Donc, au niveau individuel, on a un peu de mal. Collectivement, c'est encore plus difficile. Dans une très grande entreprise, ça devient très, très difficile. Donc, vous imaginez à l'échelle du politique.
la question, elle est devenue politique au départ parce qu'on ne comprenait plus ce face à quoi on était. D'où la polarisation de certains débats consistant à se dire c'est tout blanc ou c'est tout noir. Et moi, je prétends que non seulement la vérité est ailleurs, mais surtout on a tout à gagner à plonger dans le débat et à affiner un peu la compréhension. Et pour ça, il faut comprendre, il faut apprendre. Absolument, et surtout revenir sur l'histoire, la façon dont l'innovation, dont la technologie, les technologies se sont construites. Alors, j'ai bien compris, vous étiez notre agent Mulder de l'innovation et de la tech. Il y a un gros mot, justement, en matière de... Absolument, et référence Boomer. Oh, ça va, dis donc, quand même. Il y a un gros mot en matière de tech que tout le monde a sur les lèvres en ce moment, et c'est celui de la souveraineté numérique. Et c'est une thématique qui transpire justement dans le livre. Par souveraineté numérique, on entend une question à la fois d'indépendance politique, industrielle, économique. Mais est-ce que la souveraineté, c'est pas avant tout une question de business ? Je pense que c'est une question de business, mais que la question de business, elle succède à la question de l'ambition politique. Pourquoi est-ce qu'on regarde le sujet comme ça ? Parce qu'on a tous en tête le cas américain, parce que les Américains sont précisément l'endroit où se concentrent simultanément, pour le moment, la plus grande puissance militaire et la plus grande puissance économique. Et dans le cas d'espèce de la tech, pour le coup, c'est la plus grande puissance tout court. Les Américains ont d'ailleurs une manière assez intéressante de gérer le sujet. À nouveau, ils donnent la permission, ils laissent faire. Et puis, au moment où ils considèrent que ça devient un tout petit peu gênant et que certaines très, très, très grandes entreprises pourraient vouloir se considérer comme des États, là, ils leur rappellent simplement un terme légal. Ce sont des US persons, ce sont des entités américaines. Elles sont donc soumises à la loi américaine et le législateur se rappelle à leur bon souvenir, mais uniquement une fois qu'elles ont réussi, voire trop réussi. Pourquoi ? Parce que sur le plan géopolitique, c'est quand même tout de même mieux d'avoir les vrais champions et les champions mondiaux chez vous que de les avoir en face. Et ça, c'est une des premières clés de compréhension. Après, la souveraineté numérique, c'est un mot sur lequel ça va faire... l'année prochaine, il va fêter ses 10 ans. C'est ça. 10 ans en France qu'on parle de souveraineté numérique. Joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire. On en a beaucoup parlé, on n'en a pas fait du tout, parce qu'on a oublié que dans souveraineté numérique, en fait, il y a deux mots. Il y a le mot numérique qui nous embête tous, il y a le mot souveraineté. Et qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on a vraiment réfléchi à ce que c'est que la souveraineté ? La souveraineté, c'est la capacité à ne pas se faire dicter par quelqu'un d'autre ce qu'on a décidé de faire. Alors, dans le cas du GPS, qui est le premier exemple qui démarre dans les années 90, on voit très bien l'enjeu et progressivement, de grands blocs géopolitiques comprennent l'enjeu. Dans les autres domaines, on a fait une impasse absolument colossale sur les semi-conducteurs. Par exemple, qu'on essaie de rattraper aujourd'hui avec une politique notamment européenne qui essaie de doper la production de semi-conducteurs dans les États membres, et notamment on compte sur une pépite franco-italienne, en l'occurrence la STMicroelectronics. C'est dommage parce qu'on avait tout ça, on a tout laissé partir, et maintenant on se dit ciel. Et c'est géopolitique. Pourquoi ? Parce que tout le sujet se résume à un mot, voire à un nom de pays, c'est Taïwan. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quand on voit les très grandes puissances qui commencent à chatouiller leurs frontières et à marquer leur territoire et à poser des pions, Taïwan, c'est juste 80% de la production mondiale de semi-conducteurs. Et si aujourd'hui l'Occident perd l'accès à 80% de la production mondiale de semi-conducteurs, on a un très gros problème. Ce qui veut dire que Taïwan et les semi-conducteurs deviennent subitement un enjeu géopolitique colossal dans les rapports que nous avons entre Européens, Chinois, Américains et Russes. Ouais, la tech, c'est de la politique. Et justement, le numérique qui rebat les cartes de la géopolitique, on a coutume, pour synthétiser les choses, de dire que le monde digital se divise en 3 grands blocs. Les États-Unis pour innover, l'Asie, réduite à la Chine assez souvent, pour surveiller, et l'Europe pour réguler. Est-ce que ce monde géopolitique du numérique est si manichéen que ça ? Je pense qu'on sursimplifie, mais comme toujours, parce que quand on est obligé d'essayer d'expliquer des choses compliquées à des étudiants notamment, qui en général sont prêts à vous consacrer 2 minutes 30, mais pas beaucoup plus, il faut simplifier. Il y a évidemment plein de nuances, il y a toutes les nuances dans ces approches-là. Ce qui est très vrai, c'est que l'Europe aujourd'hui s'appuie sur l'arme de la régulation, avec un point qu'il faut quand même souligner, c'est que le cadre de régulation européen est exceptionnel en termes de qualité, et que c'est lui qui inspire les cadres régulatoires d'autres grands blocs. Je prends juste le cas de tout ce qui touche autour de l'hébergement des données de santé. La régulation sur l'hébergement des données de santé a très très largement inspiré
les régulations chinoises et les régulations américaines, parce que celui-ci avait été extrêmement bien défini. C'est une chose de pouvoir réguler, c'est une chose autre d'imposer la régulation, et là on tombe sur l'argument économique, c'est quand vous donnez des sanctions de quelques dizaines de millions d'euros à des entreprises dont c'est le chiffre d'affaires par heure, est-ce que vous leur faites vraiment mal? Est-ce que c'est juste symbolique? Est-ce qu'elles vont un jour envisager de passer outre? Pourquoi pas? Mais bien sûr, encore une fois, c'est pas aussi manichéen. Il y a un point en revanche qui est souvent dans l'angle mort et qui pour moi est fondamental, c'est quand on parle de souveraineté, il faut parler de souveraineté de compétences. Vous ne pouvez pas imposer votre souveraineté, vous ne pouvez pas exercer votre souveraineté, y compris dans le domaine numérique, si vous n'avez plus les compétences capables de l'imposer ou de la faire respecter. Et surtout après un enchaînement de confinement et d'années 2020 qui nous ont prouvé que la course au talent, elle est mondiale. Les talents, les cerveaux du numérique peuvent se trouver partout. Justement, c'est intéressant parce que depuis l'automne 2021, Philippe, vous êtes le directeur général de l'EPITA. Cette course gigantesque au talent, est-ce que c'est une course contre la montre ? C'est une course. Alors c'est une course contre la montre, oui, si on en juge par les besoins des entreprises. Moi, j'étais il y a quelques semaines à Toulouse en visite sur l'un de nos sites et j'avais invité quelques personnes pour une petite rencontre. Il y avait notamment une personne du département de robotique d'Airbus et qui est arrivée et qui quasiment tout de suite, juste après avoir dit bonjour, m'a dit écoutez, voilà, j'ai 60 postes ouverts en sécurité, est-ce que vous avez des ingénieurs que je pourrais recruter? Et je lui ai dit écoutez, avec plaisir, sauf que là pour l'instant à Toulouse, c'est la première année du cycle ingénieur qui est en train de se déployer, donc dans 2 ans, on sera ravis de vous les envoyer. Et donc les tensions sont partout. Ça c'est vrai. Après, c'est une course dont il ne faut pas qu'on oublie que c'est une course aussi de fond. C'est-à-dire qu'il y a des besoins immédiats à pourvoir. On a besoin de techniciens très doués. On a besoin de capacités de paramétrage, de déploiement, de pilotage. On a besoin de développeurs. On a besoin également de profils capables de maîtriser les fondamentaux et notamment de maîtriser l'ensemble des dispositifs. Je vais prendre une analogie toute bête que j'adore, qui est celle du Lego. Il y a ceux qui jouent avec ce qui est dans la boîte de Lego, qui suivent le manuel pas à pas et qui fabriquent l'objet qui est décrit sur la boîte de Lego. Il y a ceux qui jouent avec la boîte de Lego, qui fabriquent le modèle, qui n'ont pas besoin du manuel parce que ça les amuse de découvrir tout seul comment on fait. Il y a ceux qui, avec la même boîte de Lego, une fois qu'ils ont fait le modèle, vont faire d'autres choses. Et puis il y a ceux qui considèrent que ça ne suffit pas et qu'il faut soit mélanger les boîtes de Lego, et puis il y a ceux qui fabriquent les briques de Lego dont ils ont besoin quand elles manquent. Et c'est ces talents-là qu'on forme à l'EPITA. Ou que les imprimantes 3D. Exactement. Ces carrières, ces métiers, ces secteurs du numérique, ça nous renvoie aussi aux questions de technologie sur lesquelles il va falloir savoir miser pour pouvoir, si ce n'est remporter la bataille, en tout cas y prétendre à y concourir. Le quantique, les cryptos, la blockchain, la cyber, l'intelligence artificielle. Comment on fait pour ne pas rater le train de l'innovation de demain ? Vous n'avez pas tout à fait 4 heures, en l'occurrence, 2 minutes. Mais... Non, pour pas rater le train de l'innovation de demain, on fait ce qu'on fait très bien en France de la recherche, et notamment de la recherche fondamentale, ce qui est une nécessité absolue quand on fait de l'informatique quantique. On fait des projets, des startups, et on fait de l'innovation, et on nourrit l'innovation de la recherche. Et il y a énormément de progrès qui ont été faits pour mélanger, faire se rencontrer, s'entrechoquer ces deux mondes qui n'ont pas la même culture au départ. On permet à un tas de startups de se lancer et de tester. Et surtout, on continue d'enseigner les fondamentaux. On continue d'enseigner les fondamentaux parce que c'est une chose très différente que d'être utilisateur qui maîtrise bien l'usage des systèmes et que d'être celui qui est capable ou celle qui est capable de reprendre le volant, de reprendre le manche quand on s'aperçoit que là, il y a besoin de reprendre le contrôle, pas pour le plaisir de contrôler, mais pour la nécessité de rester indépendant. Philippe Devos de Mémoire Vive, une histoire de l'aventure numérique. Pour nous, c'était un véritable plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'École du Futur. Jeanne, je te voyais boire littéralement les paroles de Philippe. Merci infiniment pour tes enquêtes dans l'univers de l'art et des musées. Je sais que tu nous réserves une autre surprise dans quelques jours, ici toujours pour l'École du Futur. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'École du Futur, sur le canal 247 aussi de la Freebox. Et on se retrouve très vite en plateau.